Et oui, ce nouvel iPad Air n'adhère que son nom puisqu'en effet, il est plus épais que le nouvel iPad Pro. Mais aussi, il se voit douter de la nouvelle puce M2 qui elle-même équipait l'iPad Pro jusqu'à présent. Comme quoi, il n'a vraiment d'air que son nom. Et oui, en ce printemps 2024, Apple a enfin levé le voile sur des nouveaux iPads. On a vu l'iPad Pro M4 OLED ultra fin. On en a d'ailleurs déjà fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. Mais surtout donc, des nouveaux iPad Air en 11 et 13 pouces. J'ai la version 13 pouces. Des iPad Air qui passent la seconde et qui sont quand même vachement intéressantes pour leur prix à partir de 719 € pour la version 11 pouces, 969 € pour la version 13 pouces. Ce qui est inédit d'autant plus, c'est donc la taille d'écran puisque jusqu'à présent et depuis 2013 qu'Apple avait introduit le premier iPad Air, et bien tout simplement il n'y avait qu'une seule taille d'écran. Jusqu'à présent c'était du 10,9 pouces, désormais on passe en 11 et 13 pouces. Apple arrondit tout ça parce que tout simplement ils aiment bien arrondir les angles. L'idée de l'iPad Air chez Apple, c'est tout simplement proposer un équivalent de l'iPad Pro en beaucoup moins cher avec quelques technologies lestées. On le sait, l'écran OLED n'est pas là, la finesse n'est pas autant là que l'iPad Pro, la puissance n'est pas la même, mais aussi la technologie d'écran en plus de l'OLED d'avoir du ProMotion 120 Hz et d'avoir certaines petites technologies par-ci par-là comme un Thunderbolt intégré. Bref, l'iPad Air reste quand même un iPad ultra intéressant pour son prix parce qu'on se le rappelle, il y a 500 € d'écart entre un iPad Air 11 pouces et un iPad Pro 11 pouces. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a 4 types d'iPad disponibles sur le marché, l'iPad mini, l'iPad tout court, l'iPad Air et l'iPad Pro, et ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu, je vous prépare bien entendu une grosse vidéo guide d'achat sur quel iPad choisir en ce milieu d'année 2024. Ça arrive dans quelques jours, max quelques semaines, parce qu'il y a de grandes choses à dire. Alors, l'iPad Air, quand on regarde les choses d'un peu plus près, n'est pas un iPad qui a beaucoup évolué comparé à la génération précédente. On garde exactement le même design en aluminium au bord plat. Dans 4 coloris, on en perd un, le rose c'est adieu, on garde lumière stellaire et on garde gris sidéral et on change un peu entre guillemets le bleu et le mauve. Un iPad qui garde encore et toujours ce fameux bouton d'allumage qui renferme Touch ID parce qu'il n'y a pas de Face ID dans cet iPad, des haut-parleurs stéréo lorsque l'iPad est en paysage, un port USB-C qui n'est pas Thunderbolt mais qui est USB-C qui pourra quand même recevoir certains fichiers, et donc en façade avant on le voit, une caméra qui passe cette fois-ci en paysage. Et oui, c'est la mode chez Apple, puisqu'ils se sont enfin aperçus qu'en effet, lorsque l'on fait des visioconférences, eh bien on met son iPad en paysage. C'est beaucoup plus pratique qu'en portrait. Par contre, concernant la caméra arrière, c'est toujours la même. 12 millions de pixels, une simple caméra qui fait le job uniquement de mon côté. Pourquoi? Pour scanner des documents et les signer directement avec l'Apple Pencil. Et justement, parlons-en, le nouvel Apple Pencil Pro est disponible avec l'iPad Air M2 en 13 ou 11 pouces, mais uniquement celui-ci. Si vous aviez l'ancien Apple Pencil de deuxième génération, il ne sera pas compatible. Et ça, c'est dommage, Apple. Mais en tout cas, celui-ci est disponible et compatible, tout comme l'Apple Pencil en USB-C avec le capuchon qui est rétractable. Et on garde aussi, bien entendu, la compatibilité par contre avec le même Magic Keyboard des iPad Pro ou des iPad Air de précédente génération. Comme on n'a pas le nouveau design, on n'a pas le nouveau Magic Keyboard avec cet aluminium qui est arrivé, ce nouveau trackpad, cette barre de fonction, ce n'est pas le cas. C'est du côté de l'écran où ça change aussi comparé à l'iPad Pro, puisqu'ici c'est une dalle IPS, pas de ProMotion 120 Hz, c'est du 60 Hz, une dalle IPS en Liquid Retina. Ça suffit amplement parce que en même temps, il faut se dire que les iPad Pro il y a quelques années encore étaient aussi équipés en Liquid Retina, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Oui, on verra la différence quand on compare un iPad Air à un iPad Pro, mais qui va comparer ça au quotidien? Soit on a un iPad Air, soit on a un iPad Pro, et on va pas s'amuser à comparer un peu les deux. Donc on peut faire exactement la même chose avec cet iPad Air, la qualité est déjà excellente, on aura moins de contraste, moins de luminosité et moins de noir profond puisque finalement ils vont s'allumer, mais en tout cas la visibilité et la visualisation est juste parfaite dans les deux formats 11 et 13 pouces. Et avoir une version de 13 pouces finalement c'est bien pratique pour à la fois pouvoir afficher des applications en plus grand, 2 ou 3 applications en même temps avec du multitâche, ou pourquoi pas même utiliser cet iPad en sidecar. Quand on le met à côté d'un Mac, on peut déporter l'écran de son Mac sur cet iPad, et ça c'est vraiment cool. Et en 13 pouces c'est parfait en taille d'écran d'un écran secondaire. Mais aussi à côté de ça, cet iPad gagne la puce M2 qui était elle aussi jusqu'à présent uniquement disponible dans l'iPad Pro. L'ancienne génération d'iPad avait quant à elle la puce Apple M1, donc il n'y a pas non plus un gap de puissance monumental entre M1 et M2, là où c'était beaucoup plus le cas entre l'A14 Bionic par exemple et la puce M1, parce qu'un iPad qui aujourd'hui a une puce M1 est un iPad qui va permettre de faire beaucoup plus de choses. Premièrement, grâce à l'intelligence artificielle qui va pas tarder avec iPadOS 18 à la WWDC, mais surtout certaines applications nécessitent d'avoir la puce M1.
Logic Pro et Final Cut, qui sont sortis l'année dernière et qui ont d'ailleurs été mises à jour il y a quelques semaines de cela. Deux applications que j'utilise, mais beaucoup plus de mon côté Logic Pro parce que je suis musicien, je fais de la musique, j'adore ça et j'utilise vraiment Logic Pro depuis l'année dernière au quotidien dans mes iPads pour pouvoir travailler, composer, m'amuser, créer. Et c'est juste l'application géniale parce que pour moi qui suis musicien, créer de la musique, ça se fait du bout des doigts. Alors autant utiliser une application de création musicale sur un produit qui est tactile lui-même. Et la version 2 qui est sortie il y a quelques semaines apporte beaucoup de technologies et d'innovations qui sont juste géniales pour extraire des pistes d'une seule piste avec tous les instruments mis bout à bout, c'est juste trop bien. Ou encore, en plus d'avoir le drummer qui crée automatiquement des pistes de batterie, et bien avoir la même chose pour la basse et pour le piano. Et avec ça, vous pouvez vraiment créer la musique parfaite. Je vous prépare une vidéo qui sortira cet été sur justement comment je compose de la musique sur Logic Pro, à la guitare, au piano, à la batterie et tout ça. J'ai très hâte qu'elle sorte. À l'inverse par contre de Final Cut Pro que je n'utilise pas sur l'iPad, même si c'est très cool, parce que tout simplement tout bon monteur qui se respecte, et je suis moi-même monteur de mes vidéos, tout simplement on a ses raccourcis clavier, on a ses LUT, on a ses imports, on a ses textes, ses effets qu'on ne peut pas mettre tout simplement dans l'iPad, là où on a tout dans la version Mac. Donc c'est une application qui est sympa, qui fait le job, mais payer pour ça sur iPad quand on peut faire 1000 fois mieux parfois sur CapCut, je préfère CapCut de mon côté. Par contre, là où le tactile devient très intéressant, je vous le donne en mille et je pense que vous l'avez compris, c'est avec le nouvel Apple Pencil Pro qui coûte 149 € et qui est juste trop bien. Je ne suis ni designer, ni graphiste, ni dessinateur, mais j'adore m'amuser avec parce que franchement, avec ce petit retour haptique, on n'a qu'une envie, c'est de s'amuser tout le temps. Parce que oui, il gagne en retour haptique, dont on va avoir une petite vibration dans Apple Pencil Pro qui nous indique qu'on a lancé le nouveau menu sur une application par exemple compatible, Freeform, qui lance les différents outils, la palette de couleurs pour s'amuser plus facilement sans devoir aller chercher sur les côtés de l'interface les outils en question. Outre ça, on va avoir un Apple Pencil qui, en plus d'avoir l'inclinaison, la pression, hover, qui permet, eh bien, avant d'appuyer sur l'iPad, d'avoir une petite preview, eh bien, on va avoir quelque chose qui permet d'avoir l'information de rotation. Donc l'iPad va savoir quand vous tournez votre Apple Pencil sur lui-même. Donc vous allez avoir exactement comme un vrai outil dans vos mains, la possibilité de créer à l'infini. Et c'est juste trop bien. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on a, dès qu'on utilise tel ou tel outil, eh bien l'ombre de cet outil en question qui va être déporté sur l'iPad. Il n'y a qu'Apple pour faire ça et c'est trop beau. Et d'ailleurs, cet Apple Pencil Pro gagne aussi la fonction localiser, pour le localiser dans l'application localisée. On ne pourra pas le faire sonner, il n'y a pas d'haut-parleur, mais par contre c'est bien pratique, si vous le perdez souvent, de savoir s'il est au bureau ou chez vous. Après, du côté de l'utilisation de l'iPad en lui-même, vous faites exactement la même chose que ce que vous pouvez faire avec un iPad Pro, c'est indéniable, d'autant plus avec une version 13 pouces et une puce M2 tout simplement. Que vous soyez uniquement sur l'iPad en tactile, ça marche, que vous le connectiez à un Magic Keyboard, ça marche, que vous le connectiez à un écran externe, ça marche, avec Stage Manager qui a bien évolué depuis quelques années et qui permet vraiment, je trouve, d'enfin un peu utiliser un iPad en ordinateur principal, même si c'est bien loin de ce qu'un Mac peut proposer aujourd'hui, mais c'est un bon début. C'est une bonne évolution de l'iPad Air de 5e génération, même si on aurait pu avoir plus, ça reste un iPad qui est très compétitif, qui ne marche pas sur les plates-bandes de l'iPad Pro et qui est quand même bien plus évolué que l'iPad 10 qui lui-même est son entrée de gamme qui coûte dans les 400 €. Ce qui compte finalement aujourd'hui dans un iPad, c'est quoi? Les applications. Là, avec un iPad comme ça et sa puce M2, elles seront toutes compatibles. Le format, c'est cool aussi. Fin, petit, léger, 11 pouces, 13 pouces, tout est là. Les accessoires, on les a tous. Ok, on n'a pas le dernier Magic Keyboard, mais on en a un, mais surtout on a l'Apple Pencil Pro. Une puissance qui tient la route. Bien entendu, la puce M2 est là, et là, vous allez pouvoir dérouler avec ça. Une vraie bonne autonomie, on a toujours 10 heures de batterie intégrée, tout comme ce que l'iPad 1 faisait en 2010. Pareil, c'est trop bien. Ou encore avoir un réel multitâche et des possibilités accrues. Le multitâche d'iPadOS, le Stage Manager, le Sidecar, on a tout disponible dans cet iPad et ça marche extrêmement bien. Moi, je ne peux que vous conseiller cet iPad Air aujourd'hui, même vis-à-vis d'un iPad Pro. J'adore l'iPad Pro et je l'utilise tout le temps, il est trop beau, il est fin, pépite. Mais par contre, il est extrêmement cher, 1219 € en 11 pouces, plus de 1400 voire 1500 € en 13 pouces. Waouh, c'est un sacré budget quand on sait qu'à ce prix-là, on peut avoir des Macs. Là, 700 € pour un iPad Air, c'est un iPad qui peut vous durer des années sans aucun souci, qui est extrêmement puissant et qui peut faire un très bon complément et compromis d'un Mac quand on ne l'aime pas avec soi et qu'on veut partir en voyage sur un week-end. Un iPad comme ça, c'est juste trop bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. On se retrouvera pour en discuter dans les commentaires. On se voit aussi dans la vidéo quel iPad choisir. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est trop bien. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.